Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Oussama Ouassini. Merci pour l'invitation et si vous me permettez pour le début, j'ai une petite pensée pour les victimes du sinistre. Allah hafdhom, Allah yunusrom, Mausa, Allah yarhamhom. On se joint également à vous, Oussama Ouassini. Oussama Ouassini, j'ai toute sympathie pour eux, franchement. Complètement. Oussama Ouassini, je rappelle, vous êtes analyste économique et financier et spécialiste en intelligence économique. 3 rounds thématiques avec vous. Aujourd'hui, premier round, post-séisme, une secousse sismique pour le budget de l'État, avec un point d'interrogation, vous nous direz. Deuxième round, faut-il reconstruire, parce qu'on n'arrête pas de parler de reconstruction, mais en l'occurrence, est-ce qu'il faudra reconstruire le projet de loi de finances 2024? Là également, vous nous direz. Et enfin, troisième round, le monde rural, nouvelle destination pour l'investissement, avec un point d'interrogation, savoir effectivement si est-ce que le rural pourrait constituer le nouveau relais de croissance du pays. Mais sur le premier round, post-séisme, est-ce que c'est une secousse sismique pour le budget de l'État et les finances publiques? Donc, vu qu'on est en ring, Rachid, franchement, il y aura du sismique au niveau budgétaire par rapport à l'énergie et non pas pour ce qui s'est passé dans la zone. Pour la reconstruction des villages, alhamdoulilah, et je suis très fier de la générosité des Marocains. Et là, on est presque à 10 milliards. Enfin, en tout cas, 7 milliards de on va facilement dans les 10 milliards, c'est largement suffisant. Donc au niveau du budget, il n'y a rien là. Par contre, le budget sera vraiment secoué. Il y aura une secousse sismique de plus de 7 au niveau budget suite à la hausse des prix du pétrole. Donc ça veut dire que pour vous, ce qui s'est produit en termes de catastrophe naturelle vendredi dernier, Marrakech et son arrière-pays, n'aura aucune conséquence sur les finances publiques. Il n'y a pas le risque, certains prévisionnistes économiques comme vous disent qu'il va falloir trouver les sous aussi parce que c'est des dépenses budgétaires qui n'étaient pas prévues, ne serait-ce que pour 2023. Et donc ça risque d'aggraver le déficit public. Non, je ne pense pas. Je crois plus qu'au contraire que ce gouvernement fera le meilleur taux de croissance qu'il n'aura jamais rêvé de faire. Tu tapes grâce au séisme. En même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se dire qu'il peut y avoir quoi, le gouvernement pourra gratter un demi-point de croissance par l'argent qui va être distribué, parce qu'on va y revenir aussi, il y a des indemnités, logements qui sont... Et ils peuvent aller même plus loin, franchement, là, je veux dire une chose, j'invite très souvent le gouvernement à réfléchir en approche globale, hein, il ne faut pas voir d'un point de vue... Je voudrais même inviter le gouvernement de réfléchir et d'introduire dans ce cadre de la reconstruction des villes et des villages qui introduit la laine de chanvre. Comme le chanvre est devenu maintenant légal au Maroc au niveau de l'export. Nous avons les tiges qui peuvent vraiment être utilisées comme un isolant au niveau construction. Et s'ils arrivent à faire ça, il y aura une activité, il y aura un tissu économique supplémentaire qui peut être rajouté dans notre PIB et qui pourra apporter quelque chose de supplémentaire. Vous dites concrètement que économiquement parlant et en tout cas financièrement parlant pour le budget de l'État et pour la croissance économique, il peut y avoir que des effets positifs. Positifs. Même si on annonce le recours à un prêt, en tout cas, qui n'est pas gratuit bien sûr, auprès du FMI, 1,3 milliard de dirhams débloqués sur les 50 milliards de dirhams de lettres de tirage modulables. Moi, peut-être qu'il va y avoir plus besoin de prêts pour pouvoir répondre à la hausse des prix du pétrole et du gasoil et de l'essence qu'au séisme. Moi, je crains beaucoup pour ces 5-10 années à venir et surtout ces 3 mois qui arrivent. C'est-à-dire, quelle est votre crainte il y a une pénurie au niveau énergie et surtout pétrole, diesel au niveau mondial. Et je crois qu'il y aura une bagarre pour l'approvisionnement. On va se retrouver dans un même quasi scénario qu'il y a quelques années. Parce que, comme je l'explique très souvent, du moment que le pipeline a sauté, tous ces pays avant se faisaient livrer à travers ce pipeline. Maintenant, il faut être livré à travers des bateaux, des méthaniers ou des tankers. Mais malheureusement, ces méthaniers et ces tankers, ils ne roulent pas à l'eau de mer, mais plutôt au diesel. Donc en tout cas, tout ce qui a été annoncé par l'exécutif et le gouvernement, c'est-à-dire des aides directes pour les populations des fois sinistrées, ils ont 30 000 dirhams, 140 000 dirhams pour la reconstruction de maisons qui sont entièrement détruites et 80 000 dirhams pour les habitations partiellement. C'est de la dépense budgétaire. Oui. Vous dites-vous, c'est absorbable par le fond. Par le fond. Entièrement par le fond. Donc c'est autofinancé. Autofinancé. Et quand on sait que c'est un chantier gigantesque qui risque de durer plusieurs années, est-ce que là, ça veut dire aussi que, selon vous, il va falloir aussi prévoir, en tout cas, et provisionner
de l'argent, voire des nouveaux mécanismes de financement pour faire face à ces... Et moi, je dirais plutôt qu'il faut prévisionner, prévoir des activités qu'on peut créer, qui étaient en état de somnolence ou n'existaient pas, des activités que nous pouvons créer qui viendront se développer grâce à la reconstruction de ces villages. Est-ce que ça veut dire pour autant que le futur de la croissance de notre pays se jouera dans les villages, dans les campagnes? Ouais, parce que je prendrai très simplement un exemple. Actuellement en Europe, le taux de croissance n'est plus dans les grandes villes, mais dans les petits villages qu'il faut repeupler. Et effectivement, en Europe actuellement, ils ont remarqué qu'effectivement, le seul moyen d'avoir un taux de croissance assez élevé, c'est de revaloriser les villages. Est-ce que ce modèle-là est modélisable dans l'immédiat et dans l'instant T, compte tenu que dans les pays développés, le monde rural est développé aussi? Nous, on se retrouve avec un monde rural qui est vraiment en pré-développement. Pré-développement. C'est bien, ça tombe bien, ça pouvoir, dans ce cas-là, de pouvoir le construire selon l'étendue ou la visibilité que nous aurons par la suite. Comme nous avons besoin des smart cities, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir y penser. Est-ce qu'on peut considérer que tout ce qui va être distribué en matière d'indemnité, on a vu, je disais, les aides directes pour les sinistrés, est-ce que pour vous aussi, dans ce qui était prévu, en tout cas dans le calendrier, l'agenda politique de l'exécutif, tout ce qui est RSU, les aides directes pour les populations défavorisées, est-ce qu'elles vont être déprogrammées dans le temps? Puisque l'urgence, ça va être de servir de distribuer des indemnités aux plus démunis. Au niveau humanitaire, il ne faut pas qu'on joue à... Il faut que les choses soient données, les gens, il faut qu'ils retrouvent leur... Mais il faut que ceci rentre dans une vision globale Donc en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé vendredi dernier, vous dites, vous, d'un point de vue économique et financier, il n'y aura pas de nouveaux arbitrages budgétaires dans le cadre... Il y aura de l'arbitrage budgétaire par rapport au problème énergétique et du diesel et de l'essence. Là, oui, il y aura l'arbitrage d'ici la fin de l'année. Deuxième round, faut-il, selon vous, reconstruire le projet de loi de finances 2024? On avait vu la note de cadrage qui avait été diffusée et communiquée par le chef du gouvernement. On s'attendait à des débats d'orientation budgétaire au mois de septembre. Il y a bien sûr cette catastrophe naturelle et bien entendu humaine. Est-ce que selon vous faites partie de ces économistes et financiers qui disent voilà, ce projet de loi de finances 2024 qui a été présenté, en tout cas via la note de cadrage, il va falloir le revoir intégralement? Il faut le voir intégralement parce qu'il a été réalisé selon des prévisions où le cours du pétrole n'est pas au-dessus des $100. Donc, je vous parie que dorénavant, le baril ne sera pas en dessous des $100. Ça sera entre 100, 200, même $300 dans quelques instants, dans quelques années plus tard. Mais disons, dans les 5 années à venir, c'est entre 100 et $200 le baril. C'est-à-dire que vous dites, en fait, revoir le projet de loi de finances de 2024, c'est une obligation. Obligation, pas par rapport au séisme, mais le séisme énergétique, oui. Séisme énergétique, dans ce sens. Mais, et par rapport aux prévisions, je rappelle les prévisions de note de cadrage du projet de loi de finances 2024, c'est un taux de croissance de 3,7%. 3,4%, pardon, et avec un taux d'inflation à 3,4%. Quand vous dites effectivement flambée des prix des carburants prévisibles, vous faites référence à l'édition des pays de l'OPEP, qui ont décidé de geler, en tout cas de réduire. De 2 millions de barils entre la Russie et jour. Donc on le voit déjà, on est sur un baril de Brent à $96 aujourd'hui. Et ensuite, il y a les stocks de sécurité sont en dessous. Donc la Russie, la Chine, les États-Unis, il faut qu'ils renouvellent leur stock. Donc il y aura une grosse quantité qui ne sera pas distribuée, mais qui garderont pour eux-mêmes. Est-ce que vous prédisez également un retour, j'allais massif de l'inflation? Je pense qu'on l'avait connu, c'était tassé en juillet, c'est tassé en août, on voit bien qu'elle repart un peu partout. Cette inflation, ça veut dire qu'il y a à la fois la flambée des prix des carburants avec un effet domino sur l'inflation qui pourrait repartir. On l'avait dit dans les émissions qu'on a fait ensemble, l'inflation vient de deux paramètres, soit la masse monétaire, soit l'énergie. Donc on a l'énergie maintenant. Donc l'énergie, donc vous dites qu'il faut la revoir. Donc le projet de finances. Le projet de finances, il faut le revoir. De toute façon, soit on va tomber dans une récession, parce qu'on ne pourra pas suivre. Nous n'aurons pas les capacités de pouvoir acheter du pétrole à un certain prix. Donc peut-être qu'on va faire des ajustements et peut-être qu'il y aura certaines activités qui vont pouvoir mourir parce que nous n'arriverons pas. Donc je ne sais pas, il faut au gouvernement que il est plus... En tout cas, est-ce que vous attendez des décisions fortes, on le voit dans un certain nombre de pays occidentaux et européens, pas de plafonner les marges des sociétés pétro-gazières, mais en tout cas d'agir pour
pour le citoyen à la pompe? Moi, mon vrai problème, c'est l'approvisionnement. C'est même pas au niveau des prix ou de chercher de diminuer les prix. Et je ne vous cacherai pas que pendant l'été, lorsque j'ai vu les prix augmenter durant le mois de juillet et août, je me suis dit, mais il n'y a pas une raison. Le prix de baril était en dessous de 60-70 $. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'ils n'ont pas augmenté les prix pour pouvoir maîtriser le flux de consommation? Donc, quelque part, peut-être qu'il y a un problème d'approvisionnement. Mais maintenant, le prix est justifié. Hein. Sur le projet de la finance 2024, est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, vous attendez d'ailleurs de la part de l'exécutif, un effort plus conséquent sur l'investissement public, compte tenu que déjà il y avait ce qui avait été annoncé en tout cas dans le projet de finance 2023, c'est 300 milliards de dirhams d'investissement public. On ne connaît pas encore le chiffre en matière de réalisation, mais ce que vous dites, là, il va falloir, quitte à faire glisser le déficit public et le déficit budgétaire, pour faire face à cette remontée éventuelle de l'inflation, flambée du baril de Brent, conséquences aussi directes et indirectes du séisme, voilà. Et puis la demande Maroc qui devrait tarir en 2024, est-ce que voilà, tout va reposer sur l'investissement public? Écoutez, pour le investissement public, comme je t'ai déjà dit, qu'on a déjà toujours parlé, lorsque nous avons une dette qui est égale au PIB, on rentre dans une récession linéaire. Pourquoi? Parce que tant que le taux de croissance du PIB n'est pas égal au taux d'intérêt de l'argent emprunté, donc si ton taux de croissance est de 3% et toi tu as un intérêt de 4%, ces 3% vont être mangés par ces 4% d'intérêt. Il te reste 1% d'intérêt à rembourser. Donc tu dois retourner en train de rembourser juste pour payer. Donc il faut faire très attention. Donc il faut faire très attention maintenant. Donc vous tirez la sonnette d'alarme. Je sais, il a bien dit. Il faut que maintenant, c'est au privé de jouer le rôle. C'est-à-dire que l'exécutif marge de manœuvre réduite sur le terrain de l'endettement. L'endettement, on est face au mur. Au niveau endettement, on ne peut pas aller plus loin. Autre interrogation justement dans le cadre du projet de loi de finances 2024, en tout cas de la dynamique économique, c'est la politique monétaire. Oui. On le voit bien aujourd'hui, il y a un conseil monétaire qui doit se dérouler dans les prochains jours. Beaucoup d'attentes aussi, c'est-à-dire que va faire Abdel Jouari, gouverneur de la Banque centrale? Est-ce qu'il va maintenir le statu quo, ce qu'il a fait précédemment avec un taux directeur plafonné à 3%? Ou est-ce que, vu ce que vous disiez en tout cas ce paysage marqué par la flambée du baril du Brent et puis la menace d'un risque inflationniste d'inflation qui pourrait repartir à la hausse, est-ce que, dans ce cas-là, moi j'invite, s'il me permet, M. Jouari, de lui demander de remonter le taux directeur. C'est le moyen d'arrêter un peu l'inflation et de pouvoir pousser aux investisseurs marocains d'investir dans des activités au Maroc où la rentabilité sera supérieure. Et je vous invite, pour la laine de roche, la laine de chanvre, j'y crois beaucoup. Ça, vous y croyez beaucoup. Mais est-ce que ça pourrait être vu d'une monnaie que dans les prochains jours, Abdel Jouari, patron de la Banque centrale, augmente à nouveau le taux directeur, alors qu'aujourd'hui on doit gérer à la fois les conséquences d'un séisme et qu'on se retrouve avec une menace de la flambée du prix du baril de Brent, de l'inflation, et qu'on a besoin nécessairement d'investissement? Entre nous, Rachid, est-ce que tu veux garder ta maison ou les meubles de ta maison? Tu choisis quoi? Sur le court terme, ma maison. La maison. Donc il faut augmenter. Ce n'est pas la peine d'aller chercher de garder les accessoires de la maison alors qu'on sait que la maison va tomber. Même si on a des prévisions de croissance qui ne sont pas très bonnes, vous dites quoi qu'il en soit, il faudra continuer à sacrifier la croissance? La croissance, pourquoi? Comme t'a dit M. Jouari, je n'ai pas de mal que ce soit d'autres pays qui viennent me dire de quoi faire, de perdre ma souveraineté monétaire aussi, pour faire plaisir à des banques mondiales. Donc vous dites, Oussama Ouassini, vous espérez ou vous pensez que Abdel Jouari, vaincu, va remonter le taux directeur? Je le plains. Il a une pression. La Banque centrale européenne a remonté justement son taux directeur parce que l'Europe est sous la menace réelle d'une inflation grimpante de 25 points de base. Les États-Unis aussi aujourd'hui. La Fed également. Donc vous dites, en fait, la politique monétaire va continuer à être. Non. Pour voir les taux à la hausse. L'inflation, elle est encore au minimum pour 2-3 ans. Et ça sera plus à cause de l'énergie qu'autre chose. On passe au troisième round. Avec grand plaisir. Le monde rural, justement, au surlendemain de cette catastrophe naturelle et catastrophe humaine, est-ce que selon vous, ce sera la nouvelle destination pour l'investissement? La valeur aujourd'hui, c'est la destination pour la collecte de dons à
à la fois du secteur public et du secteur privé. On a dépassé, franchi la barre des 7 milliards de dons qui ont été collectés. Est-ce que vous considérez que dans les prochaines semaines et les prochains mois, ce qui va être priorisé par l'exécutif, ça sera d'attirer un maximum d'investissements dans le monde rural et peut-être un peu moins d'investissements dans le monde urbain? Ah oui, pour moi, la croissance ne peut venir que du monde rural. Parce que les villes, pour moi, ils sont saturés. À part, bien entendu, d'un niveau industriel, etc. Ça, je n'en parle pas. Mais pour le reste, moi, j'invite que nous ayons une approche globale pour pouvoir développer encore plus certains villages et que des urbains puissent s'installer au niveau rural, vu que maintenant, on sait très bien, le travail, c'est par du télétravail, il y a des gens qui peuvent s'installer, mais effectivement, à côté, il faut une infrastructure, à savoir une école, un hôpital. Justement, par rapport à tout ça, bon, il y a plus de 500 écoles, vous avez vu comme moi, malheureusement, qui ont été soufflées par le séisme. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une ventilation, en tout cas une orientation de l'investissement? Il y a une nouvelle charte de l'investissement, il y a des fonds aussi qui ont été créés pour attirer un peu plus d'investissement. On a un monde rural aussi qui est en déficit en matière d'infrastructure. Est-ce qu'on peut attirer moi, je voudrais bien, personnellement, je voudrais bien vivre dans les régions rurales. Oui, mais vivre dans le monde rural aussi, c'est le pouvoir avoir aussi des services publics de qualité, c'est le pouvoir avoir aussi des routes et des autoroutes, et des écoles, des hôpitaux et des services publics. Et il faut que ça rentre dans le... Comme si vous voulez gagner au niveau... Comme la politique du Maroc, c'est d'aller vers des smart cities. Comment voulez-vous créer des smart cities si vous ne commencez pas déjà maintenant à attirer des gens des villes, à aller vers les villages? Est-ce que vous considérez que, parce que l'exécutif a peut-être aussi le levier fiscal pour pouvoir attirer et orienter l'investissement dans le monde rural? Il faut que le politique puisse trouver des outils fiscaux ou autres pour pouvoir attirer les gens à aller s'installer au niveau rural. Donc pour vous, ce séisme-là doit donner l'occasion pour booster l'investissement dans le monde rural? Parfois, c'est le Coran. Donc, je dis parfois, il y a un malheur, on peut à travers ça sortir quelque chose qui est meilleur par la suite. Du moment qu'on part du principe qu'on est en train de reconstruire, on reconstruire sur des bonnes bases. C'est-à-dire que vous dites, en fait, Oussama Wassini, il faut aller au-delà de la reconstruction de logements et d'habitations. Oui, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut revoir les choses d'un point de vue global. Donc un aménagement du territoire global, économie globale, etc. Il y a beaucoup. Et en plus, ça pourra même travailler les zones du nord au niveau du chanvre. Et ceux qui craignent, Oussama Wassini, justement de se dire, si le gouvernement fait un focus sur le monde rural en matière d'investissement et d'un point de vue économique, ça veut dire je construis, voire je reconstruis dans le monde rural, mais je casse les emplois et je ferme des usines dans les villes. Il y a ce sujet-là. Donc d'arbitrage, on n'est pas un pays où le budget de l'État est extensible, où on a un investissement massif, qu'il soit public ou privé. Est-ce qu'il n'y a pas le détriment de dire, voilà, je me dirige vers le rural, j'arrête de lui tourner le dos, mais ça peut se faire au sacrifice des villes. Ça me fait penser au gouvernement de M. Yousfi El-Rahmou. Et ils avaient, à un certain moment, ils avaient commencé à craindre que le niveau industriel, on allait commencer à perdre du terrain. Alors, ils avaient lancé les 10 millions de touristes, donc créer des hôtels, etc. Parce que dans l'hôtellerie, on avait besoin d'employés à forte valeur ajoutée. Et comme le tourisme fait travailler directement et indirectement plus de 10 métiers, donc on a commencé à investir dans ce domaine-là. D'accord? Donc maintenant, je suis en train de... Si on recalque ou faisons un brainstorming par rapport à ça. Si je pars du principe que maintenant, nous avons un baril qui va tourner entre $100 et $200, tu es d'accord avec moi, Rachid, il y a des activités économiques qui vont mourir. Ou alors il faut revoir le modèle économique. Non, parce que la marge, parce que l'énergie dans leur marge, il va devenir tellement important qu'elle va pomper, qu'elle va manger les bénéfices de la société. Donc automatiquement, ces sociétés vont mourir. Donc, qu'est-ce que vous cherchez? À tuer et de rien faire à côté, ou bien essayer par rapport à ces activités que nous avons une idée quels sont les activants qui vont y avoir, et préparer que ces gens-là puissent aller vers ces zones-là et de pouvoir développer ces zones. Donc, quand vous dites on peut à la fois équilibrer l'investissement dans l'urbain et dans le rural, oui. Sans le risque de dire voilà, Non, je vous ai dit, Yousfi, dans le gouvernement de Yousfi, je me rappelle très bien, je me rappelle très bien que le Maroc, il voulait qu'il devienne la récréation du monde. Oui, mais sauf qu'il n'y est pas arrivé. Ça, voilà, donc, moi je me dis donc... Non, pas parce qu'il n'est pas arrivé, parce qu'on n'a pas mis les... je dis une chose, non, comme je dis très souvent, il y a une stratégie, mais il n'y a pas les généraux pour mettre en place les tactiques. Les tactiques.
Donc, en tout cas, il faut être tacticien là. Voilà. Et vous dites que le monde rural peut et doit devenir la nouvelle destination pour l'investissement. Pour moi, le rural va devenir le centre de la croissance économique du Maroc. Le centre et l'épicentre de la croissance économique du Maroc, oui. Dernier petit mot, là, juste avant de conclure, Oussama Ouassini, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, vous avez un regard bienveillant, je vois, à la fois, bien sûr, malheureusement, des derniers relevés quasi quotidiens de morts de ce séisme, des blessés, plus de 5500, 5600, beaucoup de maisons et d'habitations qui sont écroulées, effondrées, totalement ou partiellement. On est face à un méga chantier. Non, un méga chantier. Non. Le chantier, il en est pour 3 ans. Je ne suis pas ingénieur en bâtiment, mais je crois minimum 3 ans de construction. 3 ans de construction, ça veut dire aussi 3 ans sur lesquels on peut développer aussi il faut qu'on réfléchisse dès maintenant. Il faut qu'on développe dès maintenant qu'est-ce qu'on va en faire de toutes ces zones. Et comme on sait très bien que Marrakech et les environs, c'est une zone qui est très touristique, il faut en profiter aussi. Et il faut essayer de l'industrialiser également. Voilà. Non, pas l'industrialiser, l'industrie au niveau touristique ou bien au niveau smart, comment on appelle, les start-up, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Les gens qui travaillent en télétravail, si on peut les avantager à aller s'installer là-bas, c'est encore mieux. Et dernière petite question, on nous a dit pendant la pandémie et la Covid, il faut apprendre à vivre avec un virus. Oui. Là, on nous dit qu'il faut globalement apprendre à vivre avec des risques et des catastrophes naturelles comme un séisme. Le Japon le fait. Hein. Oui, mais bon, ils ont une infrastructure aussi qui permet de le faire. Ouais, il faut faire de même. Et je vous invite aussi, moi, ce qui m'a étonné lorsqu'on voyait ça à la télé, je me suis dit, mais comment c'était que seulement les mosquées restaient debout, les maisons tombaient? Effectivement, lorsqu'on y réfléchit, les mosquées étaient construites avec des piliers. Et du béton armé, la réglementation. Et les autres maisons, c'était des maisons avec seulement de la paille et tout ça. Donc il va falloir trouver du béton armé aussi pour notre économie. Non, pas béton, mais aussi, le béton n'oublie pas une chose, il n'isole pas. Donc si on met du béton pour que les gens se trouvent à l'intérieur d'une maison et avoir froid pendant l'hiver, c'est un peu stupide. Hein. Donc si on a des matériaux marocains, qui est le chanvre, ou bien de la laine de roche ou un truc comme ça, mais du moment que nous, Marocains, nous avons la laine de chanvre, on peut l'utiliser dans le cadre de l'isolation et ce qui permettra aussi de baisser la consommation énergétique. Y compris dans le monde rural, il y a l'enjeu écologique. Écologique, non, partout. Merci Oussama Ouassini. Grand plaisir. En tout cas, je rappelle analyste économique et financier, spécialiste en intelligence économique, qui considère que sur le lendemain de cette catastrophe naturelle qui a frappé Marrakech et son arrière-pays, il n'y aura pas de détérioration des finances publiques. Non. On peut essayer de gratter aussi un demi-point de croissance. Je répète, la détérioration viendra plus de l'énergie que de ce séisme. Merci en tout cas infiniment à vous pour cette lecture économique et financière. Oussama Ouassini, et à très bientôt. À très bientôt, plaisir.